Bonjour, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Question de confiance, le podcast d'information et de décryptage d'AXA France. Comment apprendre à mieux gérer son budget et ses finances familiales ? La finance, en fait, ce n'est pas qu'une affaire de spécialistes. Acheter, emprunter, épargner, investir, préparer sa retraite. En fait, on prend tous les jours, des décisions financières. Le problème, c'est que, si en tout cas on en croit un sondage de la Banque de France, 77% de nos concitoyens estiment avoir un niveau de connaissance moyen, voire même faible, sur les questions financières. Pourtant, les sujets ne manquent pas, du surendettement à l'épargne, mieux préparer l'avenir et mieux comprendre le monde économique qui nous entoure. Tout ça devrait être à la portée de tous. On en parle aujourd'hui avec une femme qui en a fait son cheval de bataille. C'est la déléguée générale de l'Institut pour l'éducation financière du public. Bonjour Pascale Micolo-Marcel. Bonjour. Si on a voulu que vous soyez avec nous aujourd'hui, c'est parce que, et bien évidemment, le sujet est important. D'abord parce qu'on est tous concernés par les questions d'argent. Oui, bien sûr. On est tous concernés parce qu'on a tous un compte en banque. Il y a à peu près 99% des Français qui ont un compte. Bon, ça exclut les petits. C'est ceux qui sont en âge d'avoir un compte qui ont bien un sûr. compte. Donc, évidemment, tous les gens qui ont un compte bancaire sont concernés par les sujets de carte de crédit, de moyens de paiement d'une manière générale, de crédit, de compte, de lecture de leur compte en banque, qui est un bon moyen de faire son budget. Et puis de financement de la retraite, les achats immobiliers. Enfin, alors par ailleurs, tout ça coule tellement de sources qu'en fait, on se demande même comment le sujet n'est pas plus abordé et plus prégnant aujourd'hui. Si, alors il est abordé d'une manière générale. L'école considère que c'est un sujet qui doit être traité en famille. Bon. Et la famille, évidemment, en famille, quand on n'a pas été éduqué pour ça, on ne sait pas le traiter. Donc c'est pour ça qu'on a des besoins très importants en ce moment, parce que le monde change. Le monde, comme vous l'avez dit, il va falloir financer ses retraites, financer les études de ses enfants, financer sa dépendance, financer certaines maladies, voilà. Et on n'est pas armé pour ça, parce qu'on vivait dans un monde facile, où la banque était l'intermédiaire entre vous et les marchés financiers, où on avait une assurance vie avec des fonds euros qui rapportaient sans être risqués, où on avait un livret A qui n'a jamais rapporté beaucoup en net, mais enfin bon, qui n'affichait pas une performance aussi faible que maintenant. Et donc, on est un peu désarmé par rapport à ces nouvelles réalités. Est-ce qu'on est face là à une sorte de mal français ? Est-ce qu'on a du mal en France à parler d'argent ? Est-ce que c'est lié à ça ? En France, on a du mal à parler d'argent, c'est tout à fait vrai. L'argent est tabou. Une autre raison qui explique cette difficulté à aborder ces sujets dans la sphère publique, c'est que, en fait, l'État était omniprésent. L'État assurait cette sécurité. La retraite par répartition, c'est clairement une sécurité. Les gens cotisent, ils n'ont même pas besoin de se poser la question. Les cotisations sont obligatoires et en échange, ils espèrent avoir une retraite décente. Maintenant que ce modèle ne disparaît pas, mais est un tout petit peu altéré, les gens se rendent compte que aïe. Alors, il y a deux réponses. Soit on se révolte contre ce changement, c'est possible, et il y a une partie de révolte à avoir à l'égard du changement, et puis il y a une partie d'adaptation, parce que on va pas réussir à garder ce modèle éternellement, et en tout cas à 100%, et donc il faut se préparer et essayer d'épargner pour sa retraite. La retraite, c'est un exemple. La dépendance en est un autre. C'est vrai que on vit de plus en plus vieux, mais on vit dans des conditions pas forcément tellement meilleures quand on est très vieux, donc il va falloir se préparer à payer des maisons de retraite un peu chères. Voilà. C'est intéressant parce que cette éducation à la finance, elle recoupe des enjeux qui sont vraiment multiples. Il y a des enjeux économiques au niveau personnel, on l'a dit. Il y a des enjeux citoyens. Pour voter de manière informée, il faut avoir une connaissance au moins basique des mécanismes de l'économie. Et l'économie, ça commence par soi. Oui. Et puis un enjeu social, parce qu'il y a des populations entières en France qui ont besoin d'être accompagnées et soutenues. Oui, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises. Il y a des points conseil budget qui sont en train d'être généralisés sur la France entière. C'est quoi un point conseil budget ? Un point conseil budget, c'est un espace qui est géré tantôt par des CCAS et des centres communaux d'action sociale, tantôt par des départements, tantôt par des associations. Enfin bon, ça dépend des lieux. Justement, c'est pour ça qu'on a un terme générique pour un conseil budget, et dans lequel vous pouvez aller pour demander des conseils en termes budgétaires. Ça ne s'adresse pas uniquement, mais loin de là, aux personnes qui sont vraiment en difficulté financière aujourd'hui, mais à toutes celles qui se posent des questions et qui pourraient un jour être en difficulté financière. Donc l'objectif, c'est 80%. Même celles aujourd'hui qui, par exemple, ont de l'épargne. On parlait du livret A tout à l'heure. On est quoi sur des taux d'intérêt à 0,5%. Oui. Peut-être que le moment est venu de se poser la question de la diversification de son épargne pour ceux qui n'ont que ça. Je ne pense pas que dans les points conseil budget, on va vous donner des conseils sur l'épargne.
parce que ça devient compliqué, c'est très réglementé, c'est une profession réglementée, les conseillers en épargne. Mais on va vous orienter, hein, on va vous aider à dégager de l'épargne, et si vous en dégagez, on va vous orienter vers les bons endroits. Alors ça tombe bien parce qu'évidemment, les façons d'épargner, ne serait-ce que pour aborder ce sujet-là, ont terriblement changé. Oui, et puis les modes de consommation de l'épargne ou de l'argent ont changé. Donc effectivement, en période de taux bas, de taux négatifs plus bas, on se demande comment faire pour placer son argent. Et en période de crise financière, comment faire même pour dégager de l'épargne. Il faut savoir aussi que les Français utilisent de plus en plus la banque en ligne, même ils ont des applications sur leur portable. Et donc le rapport à sa banque a changé. Vous n'avez plus de conseiller avec qui échanger. Plus toujours, plus tout le temps. Et donc, ça pose un vrai sujet. Autre épargne pour laquelle il n'y a pas de conseil direct, c'est l'épargne salariale qui se développe et qu'on cherche à développer. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. C'est très bien. Mais effectivement, la seule difficulté de l'épargne salariale, c'est qu'il n'y a pas de conseil possible, puisque l'intermédiaire, la personne qui vous donne accès à cette épargne, c'est l'entreprise. Et il n'est pas question que l'entreprise se transforme en conseiller financier et que le conseiller financier, il est plus loin. Il n'a pas accès directement à ses clients. On le disait tout à l'heure, on n'est pas à un niveau d'information suffisant en France, en moyenne. Est-ce qu'on est meilleur ou moins bon que nos voisins ou que d'autres pays comparables ? On n'est pas terrible. On n'est pas les plus mauvais, on n'est pas les meilleurs. Voilà. C'est lié à quoi ? Il y a des pays qui brillent comme des étoiles au ciel. C'est lié au mode de test aussi, de la capacité. Quand on a fait des études PISA, alors PISA, c'est l'OCDE qui teste régulièrement, disons, les élèves de 15-16 ans au travers de tests précis. Or, les tests PISA, ils sont très particuliers, ils sont très longs, ils sont admis dans les classes, ça dure 20 minutes, et c'est des questions auxquels les gamins ne sont pas préparés en France. Hein, ce n'est pas des modes de pensée. On vous donne une situation, vous êtes monsieur X, vous cherchez à vous endetter, on vous propose tel et tel produit. Bon, ça, un jeune Français n'est pas du tout habitué à ça. Donc c'est normal que ces réponses soient moyennes. Et puis pour les adultes, je ne saurais pas vous dire. Je pense que les adultes n'ont jamais appris ça en classe. Oui, on le voyait, l'étude de la Banque de France disait 77% des Français estimaient avoir un niveau de connaissance moyen ou faible et 85% des Français n'ont pas bénéficié d'enseignements d'éducation budgétaire et financière. Pourquoi est-ce que tout ça n'est pas enseigné à l'école ? Les résistances dont on parlait tout à l'heure, le fait que l'enseignement français est beaucoup plus théorique que pratique. Hein, c'est vrai que dans les pays anglo-saxons où se sont développées les pratiques d'éducation financière, il y a des choses pratiques qui se font en deuxième partie de journée. L'après-midi, on fait plutôt des choses pratiques que des choses théoriques. Et du coup, on a un gap à dépasser. L'économie et les enseignants d'économie sont assez hostiles à tout ce qui est éducation financière. Alors, en théorie, pourquoi pas, mais ils n'aiment pas beaucoup les banques, l'argent, le capitalisme. Bon, voilà. Donc, il va falloir non pas les éduquer à aimer, parce que ça, ils ont tout à fait le droit d'avoir leurs opinions politiques. Oui, mais enfin, peu importe. Voilà, mais voilà. On a tous des finances personnelles, familiales à gérer, des échéances financières et des dangers à prendre de mauvaises décisions. Bien sûr, je pense qu'à titre personnel, ils sont tout à fait prêts à aller sur un site comme le nôtre. Nous avons beaucoup d'enseignants qui fréquentent notre site. Mais de là à dire qu'ils vont eux-mêmes enseigner ça, comme c'est pas dans les programmes, ça vient en plus des programmes. Ils cherchent plus à faire de la macroéconomie que de la microéconomie. Vous savez, il y a des batailles assez rudes. Récemment, je pense que les enseignants de sciences économiques et sociales ont remporté un petit combat vis-à-vis des enseignants d'économie-gestion, puisque dans les thématiques qu'on peut choisir désormais au moment du bac, il y a plus de questions, il y a plus de sujets de sciences économiques et sociales, ce qui, encore une fois, est très bien. C'est très bien pour préparer un citoyen. Mais en même temps, ce n'est pas pratique. Et nous, notre challenge, notre défi, c'est d'arriver à faire rentrer dans ces disciplines classiques des contenus un peu plus pratiques pour montrer que c'est ça qui va intéresser les jeunes. C'est comme ça, les jeunes qui se disent, ou même en maths, qui se disent « les maths, j'y comprends rien », s'ils comprennent que ça va leur permettre de mieux vivre leur quotidien, ils vont adhérer. On viendra tout à l'heure à des conseils plus pratiques. Mais l'effet de tout ça, j'avais 2 chiffres moi, qui m'ont frappé en préparant cette émission. Près de 60% des personnes interrogées ne maîtrisent pas l'effet de l'inflation sur leur pouvoir d'achat ou le calcul d'un intérêt sur un placement. Et alors, 51% ignorent même la définition d'un crédit renouvelable.
Alors que voilà quelque chose qui vous guette à chaque coin de rue dès que vous entrez dans un magasin et qu'on vous propose une carte de fidélité. Nous sommes d'accord. Oui, oui. Mais bon, il faut se méfier un peu des définitions et des sondages qui sont réalisés par Internet, je pense. Mais enfin, vous savez, quand vous arrivez à la 50e question, parce que c'est un sondage de 80 questions, quand vous arrivez à la 50e question et qu'on vous propose 3 définitions du crédit renouvelable qui sont relativement proches, voilà. Pour jauger le niveau d'éducation financière, il faut faire attention à la proximité des réponses. Si les réponses sont trop proches, vous allez avoir des mauvais résultats. Si les questions sont très diversifiées, vous aurez des meilleurs résultats. Bien, c'est donc pour ça que vous êtes là. Vous êtes là pour éduquer les masses, j'ai envie de dire, comme on disait avant. Quelles sont les actions aujourd'hui qui existent justement pour encourager l'éducation financière? Là, je parle pas de l'école, je parle vraiment de la population, les adultes, le consommateur citoyen. Alors, il y a une stratégie nationale qui a été lancée en 2016 à l'initiative du ministre de l'économie et des finances. Et donc, l'opérateur de cette stratégie nationale, c'est la Banque de France, qui est donc le chef d'orchestre d'une stratégie qui est mise en œuvre par différentes parties prenantes. Il y a beaucoup d'associations, il y a d'autres ministères, le ministère de l'Éducation nationale, voilà. Donc ça, c'est un grand pas en avant, parce que nous, on a été une espèce d'embryon, nous, à la Finance pour tous, d'embryon de cette stratégie, puisqu'on réunissait autour de différents partenaires publics et privés pour faire de l'éducation financière, mais on avait forcément, étant une petite association, on n'avait pas la légitimité absolue pour représenter les pouvoirs publics. Donc les pouvoirs publics se sont emparés du sujet et ont décidé qu'il fallait une vraie stratégie, ce qui est recommandé généralement par l'OCDE. Alors évidemment, vous avez mis entre autres en ligne beaucoup de contenus informationnels, de formations, de conseils, etc. etc. Il y a quand même des outils pédagogiques qui ont été créés spécifiquement pour ces usages-là. C'est vrai que les jeux, par exemple, sont un outil privilégié pour faire de la pédagogie. On a par exemple un petit jeu de cartes très simple pour les enfants entre 8 et 12 ans qui s'appelle Super Euro. Il est disponible. Il y a d'autres jeux. Il y a une association qui s'appelle Crésus qui a développé un jeu qui s'appelle Dilemme. La Banque de France elle-même a développé des jeux. Nous avons un FinQuiz jeune qui est une application gratuite, qui est une succession de questions. Il y en a bientôt 1000 questions. Il y a une version jeune et une version adulte. Alors, la version adulte avait été développée il y a quelques années par l'AMF. Et ensemble, nous avons développé la partie jeune, parce que ça, les jeunes, c'est notre cœur de métier, en quelque sorte. Oui, évidemment. Alors, il y a aussi le rôle des parents, parce que les parents sont aussi là pour arriver à montrer en plus par l'exemple, parce que c'est des choses qu'on vit au quotidien, non ? C'est vrai que les associations de parents d'élèves se sont pas du tout emparées de ces sujets. Elles sont même un petit peu réservées frileuses. Oui, parce qu'elles estiment que c'est pas aux enseignants de faire ça. Bon. Nous sommes très souvent interrogés par d'autres médias sur l'argent de poche, combien il faut en donner, quelles sont les attitudes à avoir. Enfin, donc ce sont des sujets qui intéressent, mais en fait on passe par le biais d'autres de journaux. C'est vraiment un sujet sur lequel on est très 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 souvent interrogé. Donc, je vous ferai le quiz tout à l'heure des 3 choses qu'il faut faire pour ses finances personnelles, mais sur le rôle précieux donc des parents dans l'éducation financière, quel type de conseils ils peuvent donner à leurs enfants ? Première question, est-ce que je donne de l'argent de poche ou pas ? Deuxième question, est-ce que je leur ouvre un compte dédié ? Est-ce que je prends un compte d'épargne que je transforme en compte courant avec une carte ? Est-ce que j'adhère à des solutions type Xalis, pour ne citer que l'une d'elles, avec laquelle on est partenaire en fait. Xalis, on explique, c'est un outil d'accompagnement et d'éducation financière pour les adolescents. Oui, c'est une carte qui contient en plus des quiz que nous faisons nous. Donc ça permet de s'initier à la matière en s'amusant, et puis ça permet aussi un contrôle parental. Donc les parents peuvent se saisir de ça pour donner des conseils à leurs enfants. Mais le premier conseil qu'il faut qu'ils leur donnent, c'est faire un budget. Voilà. S'ils leur donnent un peu d'argent de poche, il faut qu'ils leur expliquent que il va falloir l'utiliser au mieux. Donc le budget, il peut être très très simple. J'ai des recettes, des dépenses possibles. Voilà, comment est-ce que j'affecte mes ressources au mieux de mes projets. Et puis après, leur montrer au fil des ans comment on se sert de ses comptes, de son compte bancaire. Les emmener chez le banquier pour dire voilà, on veut ouvrir un livret. Qu'est-ce que vous nous donnez comme conseil ? Et souvent les banquiers expliquent ça très bien. Et c'est mieux que ce soit une médiation un peu par rapport aux parents, parce que évidemment il y a toujours l'idée que les enfants sont un peu méfiants par rapport à ce que disent leurs parents. Ça dépend de l'âge. Ou trop confiants. Bon, évidemment. Ça dépend. Avant de se quitter, quelques conseils. Si vous aviez, 3 conseils à donner à un consommateur, citoyen, père de famille. Je parle pas de moi, ou moi, pourquoi pas. Les 3 premières choses à faire pour arriver à maîtriser ses finances familiales et pour éviter les erreurs. Alors, avoir de bonnes lectures, de saines lectures, c'est-à-dire se renseigner avant de faire des choix. Se renseigner, vous avez tout un tas de possibilités.
le site lafinancepourtous.com. Bon, Bien évidemment. Bon, mais c'est pas là, vous ne trouverez pas des renseignements sur des produits spécifiques. Vous aurez des explications pédagogiques sur ce que sont les actions, les obligations, les produits d'épargne, l'assurance vie, le livret A, etc. Mais il faut lire les documents qu'on vous présente, poser des questions à votre intermédiaire. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est peut-être une chose à faire en premier, hein, c'est, on l'a dit, faire son budget, mais le faire en ayant en tête ses projets, le faire en particulier au moment des grands choix d'épargne. Alors, vous allez acheter un appartement, avant de vous lancer, essayez de calculer combien vous allez pouvoir rembourser chaque mois, sans vous mettre en danger si jamais vous avez un aléa. Oui, mais là, sur ce genre de choses, votre banquier est plutôt de bons conseils. Oui, bien sûr. Il a quelque chose à vous échanger. Mais il va faire un calcul, il va dire 33% de vos revenus, pas plus. Bon, c'est vrai, c'est une règle saine, mais enfin bon, il faut que vous-même vous disiez, voilà, j'en ai pour combien de temps à acheter cet appartement, il va durer combien de temps? Si je l'achète alors que je suis célibataire et que je compte me marier et avoir 5 enfants, bon, il va pas durer très longtemps. Ça peut être une bonne formule malgré tout. Voilà, ça c'est le deuxième conseil. Et le troisième conseil, évitez de vous faire arnaquer. Alors comment? En ce moment, il y a plus d'arnaques. Enfin, il y a toujours plus d'arnaques dans les moments d'incertitude et de volatilité. Bien sûr. Donc, il faut éviter de répondre à des sollicitations qui paraissent complètement extraordinaires. Du genre, on vous promet un rendement. Si vous faites le calcul que le rendement va être à peu près de 40% par an, ça arrive, hein, il y a des propositions qui sont comme ça. Si on calcule bien, ça fait du 40% par an. Et même, quand bien même ce serait du 15 ou du 10, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Donc, méfiez-vous des offres miraculeuses, des offres mirifiques. À un moment où les banques centrales offrent des taux négatifs. Exactement, c'est pas possible. Essayez de vérifier aussi les adresses Internet. Ça, c'est des conseils qui sont pas spécifiques à la finance personnelle, mais enfin bon, voilà. Attention aux arnaques, attention aux offres mirifiques. Bon, et donc passons par votre site web. Ah bah oui, là, je fais la promotion de ce site, mais c'est un site totalement indépendant, totalement gratuit bien sûr, et qui ne prend pas parti et qui essaye quand même de décortiquer les sujets suffisamment pour... Ce ne sont pas juste des fiches cuisine. Nous avons des choses très simples et très pratiques, mais en même temps, nous essayons de décrypter l'actualité, nous le faisons tout le temps, et d'aller au fond des choses pour que les choses soient bien claires, mais en même temps à la portée de tous. Merci beaucoup, Pascale Micolo-Marcel. On rappelle l'adresse du site ? lafinancepourtous.com. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez donc à vous abonner si ce n'est déjà fait sur votre plateforme de podcast préférée, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et les autres. Et tant que vous y êtes, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles, évidemment, et surtout à nous laisser vos commentaires et à parler de ce podcast autour de vous pour aider d'autres à le découvrir. Et à bientôt pour une nouvelle question de confiance.